Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal de ce mercredi 5 juin 2020. Dans l'actualité aujourd'hui, les urgences de l'hôpital du Taoné ont débrayé ce matin pendant 1 heure et c'est la deuxième fois en 2 semaines. Le personnel des urgences, à travers ce geste, a notamment voulu montrer son soutien à une cadre de santé qui fait l'unanimité, mais que l'on veut changer de service. Dans un instant, les explications. Après le cas du PNC d'Ert Hetinui contrôlé positif au coronavirus, ce soir, zoom sur la procédure pour ces personnes exposées pendant les voyages. Les compagnies aériennes ont dû s'adapter pour les protéger et vous allez le voir, c'est tout de même très contraignant. Et pour évoquer cette procédure et son efficacité, nous recevons ce soir le Dr Didier Bondou, président du syndicat des médecins libéraux. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine, déjà, et pour certains d'entre vous, les achats de fournitures scolaires ont commencé. En tout cas, malgré la période particulière, tout a l'air de se dérouler comme d'habitude. On fera le point dans ce journal. Mais avant de développer ces actualités, on débute par un fait divers qui s'est déroulé hier soir. Un homme d'une vingtaine d'années a reçu un coup de sabre dans le dos. D'après les premiers éléments révélés par la dépêche de Tahiti, il s'agissait d'une altercation entre 2 voisins dans un quartier de Tiperoui à Papeete. La victime a été hospitalisée. L'auteur présumé des faits a lui été placé en garde à vue. Selon sa famille, il a agi en état de légitime défense. Une enquête est ouverte pour violence avec arme. Le personnel des urgences du Taoné a débrayé aujourd'hui une petite heure qui a été médiatisée et il a fait connaître ses revendications. Aux urgences, à l'hôpital, on parle de harcèlement moral accompagné d'intimidation. La mutation d'une cadre de santé récemment nommée mais invitée à changer de service a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le reportage de Brigitte Olivier et Jacques Dambeau. C'est bien malgré elle que Nathalie Boivin illustre aujourd'hui le malaise qui règne aux urgences de l'hôpital. Cette cadre de santé doit quitter son service et ses camarades, médecins, infirmiers, brancardiers et autres, ne sont pas d'accord. J'ai très soutenu par les agents dont j'avais la responsabilité, donc c'est pas facile, mais ils m'ont beaucoup aidé. Beaucoup, vraiment. Nathalie Boivin fait l'unanimité auprès des 148 personnes qui œuvrent aux urgences et le syndicat majoritaire dans ce service organise ce débrayage de 1 heure pour la seconde fois en 2 semaines. Aujourd'hui, il est médiatisé. On voulait dénoncer un peu ce harcèlement managérial qui se passe ici aux urgences et dans tout l'hôpital d'ailleurs. Vous parlez de harcèlement, d'intimidation. Je vais prendre l'exemple de la cadre d'emploi qu'on soutient tous aux urgences, qui dans un premier temps n'était pas titularisée parce qu'elle venait ici pour avoir une titularisation, et qui n'était pas titularisée, et à qui on disait qu'elle allait être mutée ailleurs, alors qu'elle n'a pas fait le vœu de changer de service. Les médecins des urgences présents ce matin ont aussi cessé le travail. Ils ne comprennent pas que cette cadre soit priée de changer de service alors qu'elle a fait preuve d'une grande compétence durant cette période difficile marquée par la crise du coronavirus. J'ai enfin une bonne cadre qui prend vraiment à cœur et qui s'investit parce que justement elle connaît bien ce système-là, puisqu'elle a travaillé longtemps dans le service de neurologie. Donc, elle est au fait de tout ça. Et donc, moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et vous trouvez injuste qu'on vous l'enlève, là, maintenant ? Voilà, tout à fait. Je trouve ça injuste qu'on me l'enlève, alors qu'elle travaille bien. La direction, jugeant ce débrayage illégal et estimant n'avoir pas été mise au courant, n'a pas souhaité donner son avis sur ce litige au sein du service des urgences. Et les syndicats les plus représentatifs, c'est-à-dire OTEI, la CSTPFO et la CSIP, nous ont fait savoir leur soutien à ce mouvement initié au départ par le syndicat OOE To'oe Rima. Une autre menace de grève, mais à la présidence du pays, cette fois où le syndicat Atiaïmoa a déposé aujourd'hui un préavis au service de l'assistance et de la sécurité. Des problèmes relationnels avec le chef de service ou encore du favoritisme sont dénoncés. La grève pourrait être effective mardi prochain. L'ancien président de l'autorité polynésienne de la concurrence contre-attaque en justice. Après que le pays ait acté sa démission d'office, Jacques Méraud a déposé 2 recours devant le tribunal administratif d'après Tahiti Info. Le premier sur le fond pour contester son éviction et l'arrêté pris en Conseil des ministres.
Le deuxième en référé suspension pour engager une procédure d'urgence dans le but de suspendre cette démission d'office. Parmi les derniers cas confirmés de Covid-19 en Polynésie, nous vous l'annoncions hier, il y a un membre d'équipage de la compagnie Air Tahiti Nui. Le métier de steward ou d'hôtesse est un métier devenu à risque en raison de la pandémie et désormais il est réglementé par des procédures très strictes. Lucille Guichet-Tirao, Nicolas Suir. Ils sont censés rendre votre voyage agréable, mais depuis le début de l'année, les membres d'équipage se retrouvent malgré eux en première ligne. Considérés comme profession à risque dans un contexte de pandémie, ils sont désormais soumis à des protocoles très stricts. Ils se rendent bien compte que le risque zéro n'existe pas, malgré l'ensemble des précautions que l'on a pu prendre. Et je pense que tout le monde est bien conscient des risques auxquels ils sont exposés, mais l'essentiel a été fait, le nécessaire a été fait pour les protéger et pour protéger nos clients. À Air Tahiti Nui, ils sont 300 à effectuer les rotations. Entre les temps de voyage et les temps de repos, ils doivent désormais être testés au moins une fois par mois et se signaler en cas de symptômes. Les mesures barrières, la distanciation, surtout la surveillance des symptômes. Aujourd'hui, la procédure est simple, c'est ce qui s'est passé, qui a été bien suivi par notre personnel navigant. Il se sentait pas très bien, il a pris contact tout de suite avec le bureau de veille sanitaire, il a été testé. C'est notre premier cas en 3 mois et demi. On aurait préféré qu'on n'en ait pas, mais la sécurité à 0%, ça n'existe pas. Des procédures appliquées par l'ensemble des compagnies aériennes et suivies localement par les services de santé. Les personnels navigants sont considérés comme des personnes à risque du fait de leur trajet régulier en dehors de la Polynésie et dans des zones de circulation virale. Et donc l'arrêté qui réglemente les conditions d'entrée en Polynésie précise qu'ils font des tests réguliers tous les 14 à 21 jours, donc des dépistages systématiques. Et en plus, bien sûr, s'il y a un symptôme, il se signale. En dehors de la Polynésie, la Covid continue de circuler activement et les aéroports restent des lieux fermés facilitant la propagation des virus. Et lors du dernier vol d'Air Tahiti Nui, une famille entière a été débarquée par la police aux frontières parce que les membres de cette famille refusaient de porter un masque une fois embarqués. Je vous rappelle que le port du masque est désormais obligatoire à bord d'un avion. L'occasion pour nous d'accueillir notre invité pour parler un peu plus en détail de la procédure pour les nouveaux arrivants, procédure à respecter impérativement. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Didier Bondou. Bonsoir Marouki. Bonsoir. Alors on va passer aux questions d'internautes principalement. Tenter une première question de Jean-Michel Roche. Les autotests sont-ils efficaces ? Je crois sincèrement qu'on en a eu la preuve. C'est vrai que ces autotests ont été mis en place il n'y a pas très longtemps. On a eu la survenue d'un cas positif et diagnostiqué par cet autotest sur le navire Paul Gauguin. Je crois qu'il n'y a pas de toute façon ni de 100% de sécurité, c'est en tout cas beaucoup plus organisé que ça ne l'était il y a quelques mois. Et je crois que la connaissance du virus et de la symptomatologie et de cette épidémie fait qu'on progresse un petit peu de jour en jour sur la prise en charge de ce genre de patients, justement. Une petite question complémentaire, est-ce que la fiabilité de l'autotest dépend aussi de la personne qui effectue son prélèvement ? Tout à fait. C'est vrai qu'il y a toute une chronologie de mesures à prendre avec cet autotest. Il n'y a pas si longtemps sur les ondes et sur l'antenne d'ailleurs la procédure à suivre qui peut paraître complexe mais qui finalement n'est pas tant que ça, à respecter bien les séquences de prélèvement nasal, buccal, mais c'est relativement fiable par rapport même aux tests PCR. C'est quand même assez fiable, la preuve. Une autre question, docteur Didier Bondou, est-ce qu'on peut commander des produits venant de France sans risque ? Des produits pharmaceutiques, quel genre de produits ? Des produits commerciaux, des colis. Est-ce qu'un colis peut être à risque ? Non, je pense sincèrement, toujours pareil, mesure barrière, on se lave les mains, on retire les produits. La bonne utilisation, je dirais, du savon me paraît être le meilleur des remparts vis-à-vis de cette contamination possible. Une autre question de Henri Tefafana, ne faut-il pas imposer le port du masque obligatoire partout ? Alors c'est vrai qu'on lit sur Internet un petit peu, je serais un petit peu rude de le dire, mais tout et n'importe quoi. C'est vrai que le port du masque partout, tout le temps,
paraît un petit peu compliqué. Je pense qu'il faut raisonner aussi en termes de risque potentiel de contamination. C'est sûr que dans un lieu clos, confiné, où on ne peut pas respecter une certaine distanciation, ça paraît impératif, comme dans un avion, comme dans les trains. Autant sur une plage avec de la ventilation et le maramou, je pense qu'il n'y a pas trop de risque de contamination. Une autre question de Manar Igatien. Ouvrir nos frontières alors que le Covid était maîtrisé, est-ce que c'était une bonne résolution, une bonne décision? Je pense qu'on n'a pas le choix. Le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas. La seule façon d'empêcher un virus de rentrer sur le Fénois, je crois que personne ne la connaît. Et en tout cas, on ne pouvait pas continuer comme ça, être confiné. Quand on voit dans le monde ce que fait cette épidémie de Covid avec des sociétés internationales qui sont en train de piquer du nez, je pense que pour l'économie du pays, c'était impératif de reprendre avec sécurité, sérieux, les vols et de remettre en place un certain tourisme, quel qu'il soit, mais c'est impératif. Alors on sait que le tourisme primordial est le tourisme américain. C'est comme ça depuis des années. Après, c'est au pays peut-être de travailler sur d'autres possibilités qui seraient offertes au pays. Mais je pense qu'avec sérieux, il y a eu des contrôles de fait sur le Gauguin. C'est arrivé à ces conclusions-là. Et c'est pas parce qu'il y a un cas, 2 cas dans le pays qu'il faut parler de nouveau de rebond ou de vague. Ce sont 2 cas. Alors, on l'a vu dans le reportage, peut-être que plusieurs tests à plusieurs jours d'intervalle, ça peut être une solution? Ça peut être une solution, sachant que l'incubation va de quelques jours à une semaine, 10 jours. Donc, on ne peut pas non plus faire des tests tous les jours en attendant que ça se positive. Je pense qu'on était tous, les professionnels médicaux sont dans les starting blocks pour prendre en charge l'éventuel patient Covid. La seule chose à laquelle on ne savait pas répondre, c'est quand y aurait-il le nouveau Covid. Mais on savait que ça allait revenir, c'était obligatoire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On retiendra en tout cas que vous remettez en doute tout de même la fiabilité des autotests. En tout cas, c'est un petit peu l'idée. Non, l'idée, le test est bon par rapport à ce qui pouvait exister. La fiabilité est quand même bonne. Elle est autant je me souviens de 65 à 70%, ce qui est très bon. Elle est quasiment aussi fiable que le PCR. Par contre, il faut bien la réaliser. Voilà, c'est le problème pourrait venir des personnes qui effectuent le prélèvement. Peut-être. Merci beaucoup en tout cas, Tonté Bondo, d'avoir accepté notre invitation. Et à l'occasion, nous vous rappelons de continuer à appliquer les gestes barrières. N'oubliez donc pas de vous laver régulièrement les mains au savon, de tousser et d'éternuer dans un mouchoir à usage unique. Évitez aussi les poignées de main et les embrassades. Et puis, si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez appeler le 40 45 50 00 ou le 15. L'association 193 a tenu une conférence de presse ce matin pour annoncer la reconnaissance par le CIVEN d'une irradiation in utero, c'est-à-dire une contamination pendant la grossesse. Selon 193, c'est la première fois que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires reconnaît l'irradiation d'un enfant qui était dans le ventre de sa mère. Mais malgré cela, elle parle également d'un rapport 2019 du CIVEN biaisé avec des indemnisations en baisse pour 2020. D'après l'association, l'amendement Tétouanoui en est à l'origine. Père Auguste Webe Carlson, le président de l'association 193, précise son propos au micro de Hepua Tewira et Nicolas Suir. Le bilan de l'ANA Tétouanoui concernant le dossier nucléaire est catastrophique. Et d'ailleurs, avant l'amendement l'ANA Tétouanoui, le tribunal administratif allait toujours dans le sens des associations et de l'association 193. Nous interpellons les futurs candidats afin que ces futurs candidats manifestent leur intention avant les élections pour dire s'ils sont capables, s'ils sont élus, de revenir et de tout faire pour supprimer cet amendement l'ANA Tétouanoui. Et donc, qu'ils manifestent leurs intentions à ce sujet-là. Il ne s'agit pas simplement d'être sénateur ou sénatrice du pays, mais qu'ils manifestent sur ce sujet explicite. Et nous faisons appel à tous les Tavana et à tous les grands électeurs de bien voter, même s'ils font partie de la majorité, mais de voter en âme et conscience par rapport à ce sujet du nucléaire qui est le sujet le plus sensible dans le pays. En apparence, la pré-rentrée prévue la semaine prochaine se déroule de manière plutôt habituelle. La chasse aux fournitures scolaires est ouverte, mais cette rentrée sera forcément particulière sur le plan sanitaire. Cela dit, jusqu'à présent, la distribution des fournitures dans les cours d'école ou les courses dans les papeteries se déroule comme à l'accoutumée. Thierry Stampfler et Hiro Terorotua. Cahiers et fournitures rassemblés dans un emballage, le tout selon les classes pour environ 5 000 francs. À une petite semaine de la pré-rentrée, la cour de ce collège privé protestant était bien remplie ce matin. L'aboutissement d'un travail de préparation commencé
il y a plus de 6 mois. En début de cette année, donc courant janvier-février par là, donc je vais à la rencontre de tous les enseignants et regroupés par département et je leur demande les besoins qu'ils ont en fourniture scolaire et j'essaie de faire la liste des fournitures pour chaque classe. Pas de choix de coloris ou de style, ici on fait efficace et bon marché. C'est essentiellement des cahiers, donc petit format, grand format, ça dépend des matières. Et ça pèse à peu près 5 kilos. 5-6 kilos 5-6 kilos, ouais. Mais ils ne portent pas ça tous les jours quand même. Non, ça dépend de l'emploi du temps. Il n'y a pas de problème avec ta fille, elle ne dit pas « moi je voulais un cahier comme ça, je voulais un classeur comme ça ». Ah non, elle n'aura pas le choix. J'ai pris les fournitures, c'est adéquat à ce qu'elle a besoin. Et elle est toujours d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de souci. Et les principaux intéressés, les collégiennes ou collégiens, sont-ils démoralisés au moment de retrouver les salles de classe? Pas Yoline en tout cas. J'ai hâte de connaître ma nouvelle classe, savoir comment ça se passe. Ouais, voilà. Donc, tu ne te sens pas attristé de venir chercher tes affaires aujourd'hui? Non, au contraire, je suis contente. Je suis quand même excitée de retourner à l'école. Changement de décor dans cette grande papeterie. Pourtant, ici aussi, la liste scolaire est de mise, mais le choix est possible. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes prix non plus. Pour les parents, reste à faire plaisir aux enfants tout en canalisant les demandes si on veut rester dans le budget prévu. Et sur quoi elle a des exigences alors? Il faut que ça éblouisse. D'accord. Voilà, je pense que c'est ces seules exigences. Et les articles qui éblouissent sont les plus chers en général ou pas? Bizarrement, oui. Donc, mais on va essayer de contenir ces ardeurs. Donc dans un budget maximum de 15 000, c'est ça? Voilà, grand maximum. La crise économique post-Covid est bien réelle et pourtant, le chiffre d'affaires de ce magasin est à la hausse comparé à l'an dernier. Les Polynésiens, malgré cette crise-là, ils aiment bien quand même acheter de belles choses, de nouvelles choses pour leurs enfants. Vous savez qu'ici, les enfants sont quand même rois dans les familles. Et donc on aime bien aussi faire plaisir à ces enfants pour qu'ils puissent passer une bonne année aussi. Après un dernier trimestre très particulier, ces journées fournitures ont un côté familier et presque rassurant. Même si tout le monde sait bien que cette rentrée 2020 ne ressemblera pas aux précédentes. Je vous propose désormais un tour d'horizon de l'actualité dans nos îles, à Raiatea, à Bora et à Hau, avec des formations et des actions, notamment de la part des CAES. Heidi Enko sur des images de nos correspondants. Sur l'île sacrée, l'agriculture bio fait son chemin, avec notamment une formation dispensée cette semaine aux agriculteurs qui souhaiteraient faire le pari d'une production sans pesticides. Cette formation, dispensée par l'association SPG Biofetia, leur permettra après validation de prétendre au label bio pour leurs produits. C'est la deuxième fois qu'on donne la formation sur Raiatea. Donc là, c'est une piqûre de rappel pour les anciens membres qui étaient du groupe local de Raiatea. Et là, en plus, ce qu'on a fait, c'était la création d'un nouveau groupe local, donc sur Oppo. Alors, il y a combien de labellisés qui sont passés, on va dire, entre vos mains actuellement à Raiatea? Il y en a 3. Alors, eux, ils ont le... Ils ont le label Bio Pacifica, donc ils peuvent vendre leurs produits sous le label bio. À Bora Bora, 200 personnes bénéficient depuis lundi de CAES, les fameuses conventions d'aide exceptionnelle de solidarité. Un contrat de 3 mois pour le moment que beaucoup espèrent voir prolongé. Parmi eux, des travailleurs fiers de pouvoir contribuer à la propreté de leur île. C'est bien d'aider ces jeunes sans emploi. Et en plus, ça permet de nettoyer nos routes, ça nettoie notre île. Je fais appel à tous les habitants de l'île de Bora Bora. Vous voyez que maintenant les plages sont propres, ainsi que le bord des routes. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à garder notre île propre. Nous sommes tous fiers d'avoir cet emploi, un emploi qui prend soin de notre île. À Hau se déroule ces jours-ci une formation pour le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou BAFA. Les formateurs de la FOL, en collaboration avec la DG2E, sont sur place pour former les futurs animateurs de centres de vacances. À la clé, un diplôme, mais pourquoi pas un premier pas vers un emploi plus tard dans l'éducation. Moi, je fais un BAFA pour un A1. Oui. Ouais. Et dans le but d'avoir mon A3 jusqu'à une prochaine formation pour faire surveillante au collège de Hau. Et on espère que le dynamisme de ces futurs travailleurs va se poursuivre.
Le rappel de l'information principale de ce journal, un malaise aux urgences de l'hôpital du Taounais où le personnel a cessé le travail ce matin pendant 1 heure. À travers ce geste, il a notamment voulu montrer son soutien à une cadre de santé que l'on souhaite faire changer de service. La tension était en tout cas palpable ce matin pendant le mouvement social. Dans la presse écrite, demain jeudi, pas encore de une pour la dépêche de Tahiti, alors que Tahiti Info titre sur un possible retrait des feux de circulation qui viennent à peine d'être inaugurés sur le front de mer. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles chaque soir à suivre la rétro du Heiva, puis votre émission de divertissement Fort Boyard. Demain matin, Axel Mézinel et Abinera Tematahotoa seront aux commandes de votre matinale radio. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain. Très bonne soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.